Alors, on est ensemble pour cette dernière ligne droite qui va être en 2 temps. Et j'espère que ces 2 temps vont être des temps à la fois d'inspiration pour vous, pour finir en beauté ces 3 jours de séminaire, et puis également un peu de fun. Et, puisque vous le savez, à l'AFF, on essaye de faire les choses de manière à la fois professionnelle, mais aussi d'avoir du plaisir et d'être dans la convivialité. Donc ce format-là que j'ai le plaisir d'ouvrir maintenant s'appelle le nom étrange de Iwitot. I wish I thought of that. Et je vais appeler notre cher maître Philippe Doisan pour animer. Merci Yael. Iwitot, la session qui dépote. Waouh, ça c'est génial. Voilà, je passe la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce qui est quand même, on va le mettre plus bas le micro, pour ce qui est quand même le 2e Iwitot. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui étaient là l'année dernière. Et vous avez vu qu'ils s'entraînaient quand même à crier, parce que Iwitot, ça... Vous étiez là l'année dernière, c'est vrai? Oui, bien, il y a du monde. Et vous êtes revenus, c'est vrai? Oui, bien. Session Iwitot, 2e du nom. Vous savez qu'on a une grande chance en France. On a une personne qui a vécu l'Iwitot de l'origine. On a un Français qui était parmi les Anglais, parmi les Américains, parmi ces stars internationales dont on nous rabat les oreilles tous les jours dans le fundraising, à Amsterdam, et qui a animé une session Iwitot. Donc je pense qu'on peut l'applaudir, on peut le faire venir pour qu'il nous explique un peu plus qu'est Iwitot. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Frédéric Fournier. Oh là là, c'est impressionnant, hein. Alors Fred, Iwitot Amsterdam, c'était comment? Attends, parce qu'il faut que je filme. Yael m'a dit qu'elle repérerait après ceux qui n'étaient pas là à la séance de clôture. Donc voilà, au 2e rang surtout, on m'avait dit. Alors l'Iwitot. C'était quoi Iwitot? Ben, toi qui as vécu cette expérience. I wish I thought of that. Tout le monde parle anglais. Oui. Yes, of course. Donc l'idée que vous auriez aimé avoir, ou que les speakers auraient aimé avoir. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est une présentation en 7 minutes chrono. Si ça dépasse 7 minutes, on intervient. Fortement. 7 minutes chrono d'un cas pratique dont ils auraient aimé avoir l'idée, tout simplement. Et donc, nous allons avoir combien de speakers Nous allons avoir cet après-midi 27 speakers. Parce qu'on a éliminé une petite dizaine. Et chacun aura 6 speakers. 6 speakers et speakers qui auront donc une pression maximale. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner par rapport à vous notamment. Alors, cher maître, vous qui avez connu les sommets d'Iwitot, quelles sont les recettes d'une session Iwitot réussie? C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. La première chose, c'est qu'il faut que les speakers soient juste excellents, pas moins. Ça, il n'y a pas de problème, ils sont devant. On peut juste les applaudir pour les mettre en condition. 6, ils sont bien là. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est essentiel. Les cas choisis par les speakers en question doivent être également intéressants et doivent intéresser le public ici présent. Donc ça, vous en jugerez à la fin. Mais en général, les cas sont assez intéressants. Le 3e élément, qui est peut-être le plus important, c'est le public. Ah. Tu veux dire qu'en France, le public, c'est pas... Ils ont quand même l'air assez abattus par la chaleur, là. Hein. Ouais, mais il fait chaud. L'an dernier, tu veux dire qu'ils étaient mieux que ça? J'ai l'impression que l'an dernier, la promo de l'an dernier était... j'ai l'impression que c'était... Ceci dit, ils ont des jolis tours de... Pardon. Ouh, ils ont l'air un peu... mais ils sont énervés, tu vois. Ils sont énervés. Voilà. Je sais pas. Peut-être qu'on va essayer de les calmer d'entrée de jeu, parce qu'on va d'entrée de jeu. Et ça, je sais que tu sais faire. D'accord. Ça, je sais pas si je sais faire, mais je vous propose justement, comme il fait chaud, un petit peu, quoique moins chaud que l'an dernier, pour ceux qui étaient là, je vous propose qu'on se fasse un moment détente, qu'on parte ensemble à la plage. On y est bientôt, alors on va essayer de rêver ça. Pour ça, je vais demander au quart de salle à ma gauche, du fond, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Le quart au fond, oui, c'est vous là-bas, oui, devant tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous lever? À notre gauche, hein, voilà. À ma gauche, à notre gauche. Par là, là. Voilà. Là. Voilà, levez-vous, voilà. Levez-vous. Stop, voilà. Oh, vous pouvez encore vous lever sur le rang devant au lieu de dire... Oui, François, debout. On a échappé à ça. François, je t'ai repéré, debout, s'il te plaît. De toute façon, comment vous dire, tout le monde se lèvera. Donc voilà.
Et donc, on compte sur vous pour commencer, s'il vous plaît, à nous planter le décor. Je vous demande de vous concentrer fortement et de nous faire le bruit des vagues. Le bruit des vagues qui vont s'échouer sur les coraux au soleil couchant, à Honolulu ou ailleurs. On compte sur vous. Les autres, soyez attentifs. Mesdames, Messieurs, en direct d'Iwitot, Fundraising 2017, les vagues. Ouais. Ah, tu vois, je t'avais dit. Non, mais avec pas... ça, on risque pas de se noyer, quoi. Ah. Ok, on veut des vraies vagues. On veut des vagues qui nous portent, qui nous transportent. On veut surfer, on veut iwitoter. Mesdames et messieurs, les vagues. Ouais. Ouais. Vous en pensez quoi, les autres? C'est bien, c'est bien. Bande C'est de pas mal, faillots. les vagues. On peut applaudir les vagues, quand même, c'est pas mal, quoi. Restez debout, les vagues. Restez debout, car à On côté fait de quoi? vous, sur le On fait- quart à droite, Ouais, pouvez-vous devant. lever, s'il vous plaît? Non, tu Non, prends le derrière. quart au fond, toujours. Moi, je Alors, reste le quart sur du fond, le là-bas. quart du fond. Vous allez nous faire le vent. Le vent chaud qui gonfle nos voiles. Le vent qui passe devant le soleil, qui fait gonfler les vagues. Attention, le vent. Concentration, action. 3, 2, 1. C'est parti. Le vent. Ah, ça, comme disent les vagues, ça décoiffe pas. Hein. On va recommencer, quoi. Les vagues. Eh, qui c'est qui anime? Les vagues. Le vent. Le vent. Les vagues. Le vent, devant. Pas mal. On peut les applaudir aussi, le vent et les vagues. Et là, ceux qui sont devant se demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Alors, Ça va venir. on va compliquer les choses. Est-ce que le premier quart élargi, parce qu'il y en a plein qui sont restés assis, hein. Donc tous ceux qui sont devant nous maintenant, du côté gauche, donc à droite pour vous, Là. est-ce que vous levez, s'il vous plaît? Voilà. Et nous avons les vagues, nous avons le vent, il nous manque les oiseaux. Est-ce que vous pouvez nous faire les mouettes? Est-ce que vous pouvez nous faire des oiseaux? Mais des oiseaux inspirants, des oiseaux qui nous amènent. Attendez, j'ai pas encore lancé le départ, quoi. En direct d'Iwitot, les oiseaux! Ils sont malades, hein? Ah, C'est des oiseaux malades, ça. Hein? c'est des oiseaux qui ont mal passé l'éclosion, là. Tu vois, Il y a des c'est un organisations truc qui va pas. environnementales dans la salle ou pas? Ah, c'est même plus ça, c'est le SAMU direct, là. C'est même pas... Vous en pensez quoi, les vents et vagues, des piailles? Comment? Il n'y a pas de raison qu'ils le fassent deux fois eux aussi? Ok. C'est parti pour les oiseaux. Et le vent. Et les vagues. Et les vagues, et le vent, et les oiseaux. Et on y est, hein. C'est merveilleux. Fermez les yeux, Merci. vous allez voir. On peut applaudir les oiseaux. Et le dernier quart qui se dit, attends, il a fait les vagues, il a fait les vents, il a fait les oiseaux, qu'est-ce qui reste? Vous allez vous lever aussi, s'il vous plaît. Et vous allez faire les tankers qui s'écrasent sur la plage et qui déversent leurs tonnes de... Ah non, pardon, je suis parti, excusez-moi. Vous allez faire les vainés qui dansent sur la plage. Les vainés et les vainous, parce que je ne sais pas comment on dit. Est-ce que quelqu'un sait d'ailleurs le masculin de vainer, quoi? Parce que c'est d'un sexisme. Les go-go boys, ça c'est aussi d'un sexisme. Donc, vainer, go-go boys, c'est à vous. Il y a du vent, des oiseaux, du soleil. Et c'est parti. Excusez-moi, c'est pas le congrès des... Ils font pas de bruit. C'est pas de bruit, c'est des font pas de vainés... bruit. C'est les vainées silencieuses. C'est ou silencieux, on a coupé le... Est-ce que... Là, c'est de la levure vainée, ça Il y a gonfle le- doucement. Oh, ça c'est du haut niveau. mais ça, ça Fred. fait pas de bruit. Hein. On reprend les vainés. Attendez, tout ce qui est fait là, c'est pour vous quand même. Donc si vous ne mettez pas du corps... et encore, on pourrait aller plus loin dans les tenues. Mais Iwitot, on a des valeurs dans l'associatif. Quoique. Les vainés, c'est à vous. Avec les oiseaux dessus. Allez. Avec le vent qui souffle. Avec les vagues qui s'écrasent sur la plage. Et on descend. Et on monte. Iwitot 2017, c'est parti, merci. C'est parti. Bon. Alors maintenant, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, parce que là, on va commencer par quelque chose de très sérieux. D'ailleurs, Fred, je ne sais pas ce que tu en penses, mais notre première... parce que le premier est une première. Donc notre première intervenante, on pourrait bien lui dire qu'elle mérite le prix de la blues. De la blouse, ouais. De la blues. Oui. Franchement. Ah oui, Qu'est-ce que c'est t'en clair. penses? C'est clair. Je crois que c'est quoi? C'est 20 ans passés dans les hôpitaux.
Donc j'espère qu'elle aura mis sa blouse pour venir faire les 8 autres, parce qu'après 20 ans dans les hôpitaux, elle a beau avoir eu un MBA santé, Université Paris-Dauphine, etc. On va l'appeler Madame Blouse. Voilà. Et Madame Blouse, elle va nous parler de quoi? Je sais pas, moi j'ai pas bien compris. Hein. C'est une histoire de femme, de nuit, de soutien-gorge. Je ne sais pas si ça collecte grand-chose. Ça se passe en Angleterre, en plus des trucs bizarres. Quoi. En plus. C'est très bizarre. On va voir ce qui se passe, on va éclairer tout ça. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, les directrices du mécénat de la Fondation fondamentale, Emmanuelle Leroy. Bon, alors je vais vous décevoir, j'ai pas de blouse. Alors, j'ai décidé de vous présenter un cas que j'aurais vraiment aimé développer et je pense que vous allez être beaucoup à vous dire la même chose et je vous donne rendez-vous au 104, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors, l'histoire, elle démarre avec une discussion entre une copine qui revient de Londres et qui est totalement excitée et qui me dit « Mais tu dois certainement connaître, toi qui es marathonienne, qui lutte contre le cancer du sein depuis des années, qui fait de la collecte, j'ai fait la moonwalk. » Alors, je suis un peu interloquée parce qu'effectivement, normalement, je devrais connaître, mais la moonwalk, ça ne me dit rien du tout. Alors, elle me raconte son expérience. Elle est femme d'expatriés et avec une bande de copines, elles ont décidé de se mobiliser pour une de leurs amies qui a appris qu'elle avait un cancer du sein. Et elles se sont inscrites à la moonwalk, qui est un événement absolument incroyable à Londres. Voilà, vous en voyez quelques images, dont la seule règle est donc de s'inscrire, de payer une quarantaine de livres sterling, de lever au moins 100 000 livres sterling et d'avoir un accessoire indispensable, donc les baskets certes, mais également un soutien-gorge que l'on porte tout au long de 42 km en marchant de nuit. Donc elle m'a vraiment intriguée et surtout elle m'a raconté ce qui s'était passé cette nuit-là. Alors c'est une fille qui est sportive, enfin qui fait 1 heure de pilates, 1 heure de yoga, comme toutes les femmes d'expat. Et au début, elle disait que c'était hyper festif, quoi. On était, voilà, tous, vous voyez, c'est les ambiances du début, avec nos super soutiens-gorge décorés. Et puis après, au niveau du 30e kilomètre, elles sont arrivées dans le dur. Dans le moment où vraiment on se dit, waouh, j'aurais peut-être dû m'entraîner. Les crampes, les ampoules partout. Et là, il y a une d'entre elles qui a dit, écoutez les filles, il y en avait une qui n'arrivait même plus à marcher et puis à se relever. Écoutez les filles, on fait ça pour notre copine. Nous, on a choisi d'être là. On a une copine qui est en traitement de chimio, qui subit tous les jours des choses affreuses, des douleurs. Elle n'a pas choisi. Donc on va se reconcentrer et on va finir ces 5 km qui nous restent en se donnant la main. Elles se sont donné la main, elles ne sont pas lâchées pendant 5 km. Elles ont oublié leur douleur. Elles ont réagi avec leur tête, avec l'émotionnel. Et elles ont fait un truc inoubliable, un parcours inoubliable. Alors j'ai décidé, il faut que j'en sache plus qui a créé cette aventure incroyable. Et là, je suis tombée aussi sur une aventure vraiment géniale. Nina Barrow, vous voyez là, alors qu'à 60 ans, on ne dirait pas, mais voilà, le sport, ça conserve. En 1996, elle a une boîte événementielle à Londres. C'est une boîte qui est plutôt hype, ça marche vraiment bien pour elle. Et elle décide avec des copines de se faire une virée à New York et de faire comme leur mec, de faire le marathon de New York, mais en marchant. Et comme elles sont des Anglaises et qu'elles sont excentriques, elles font ce marathon en marchant, en soutif. Elles lèvent 40 000 livres sterling, elles s'amusent beaucoup, elles font leur semaine de shopping, leur semaine de découverte culturelle. Et quand elles rentrent à Londres, il y a le téléphone qui sonne. À l'époque, il n'y avait pas de SMS et de réseaux sociaux. Et plein de gens leur disent, bah, écoutez, nous, on aimerait également le faire. Et Nina, elle a son business à développer. Elle se dit, non, c'était super, mais c'est bon, quoi. On arrête là. Je n'ai pas le temps d'organiser une deuxième session l'année prochaine. Et c'est là que le destin intervient. 2 mois après le marathon de New York, qui se déroule chaque année en novembre, elle fait un contrôle, un banal contrôle chez son gynéco, et on lui découvre un cancer du sein extrêmement agressif. Elle a 40 ans et son pronostic vital est en jeu. Et alors là, ses copines, elles se mobilisent et elles disent, bah, écoute, nous, on va faire le marathon de Londres, on va faire la même chose qu'on a fait à New York pour toi, en pensant à toi. Et elles s'inscrivent au marathon de Londres pour le marcher. Et Nina aussi les suit parce que son traitement démarre 3 jours après la fin du marathon. Donc c'est un moment vraiment extraordinaire. Et pendant 1 an, Nina, elle va se battre contre son cancer du sein. Et puis, elle réagit bien au traitement. Et on est en 1998 et elles renouvellent l'aventure. Et là, elles sont 60. Elles s'inscrivent au marathon de Londres et elles ont le déplaisir de voir qu'il n'y a que 25 personnes qui peuvent être admises parce que voilà, c'est des quotas. Et il n'y en a que 25 qui peuvent faire le marathon. Et alors là, elle a une idée géniale parce qu'elle ne veut pas décevoir ses copines. Elle se dit, bah, écoutez, si on faisait ce marathon de nuit,
et on rejoint nos copines à 7 h du matin, on leur passe le relais, on va marcher les 42 km, donc on va marcher pendant 7 heures, parce que c'est à peu près ça qu'on met pour faire le marathon, et on rejoindra nos copines à 7 h du matin. Elles font ce relais, et c'est à ce moment-là qu'est né la Moonwalk. Donc ça s'est développé depuis. Voilà, vous voyez Nina avec ses copines super brochées. Hein. C'est une photo d'aujourd'hui, c'était il y a quelques mois, avec le prince Charles, qui est devenu leur parrain en 2001. Voilà, le parrain qui coupe le gâteau soutien-gorge. Voilà. Et donc, c'est un événement qui maintenant a pris beaucoup d'ampleur. Mais Nina, elle n'a pas changé d'un iota. Elle est restée sur ses bases. Elle est restée sur son histoire de solidarité, de copines, de collecte, mais sous la forme de solidarité. Elle est restée droite dans ses bottes. Et même ses sponsors, elle les choisit en fonction de ses valeurs. Donc, je vous mets le petit message, c'est « Raise money, raise awareness, get fit and have the best fun walking the walk ». Donc, c'est toujours important pour elle qu'on s'amuse, qu'on fasse ça entre amis. Et c'est vraiment ce que ces Anglaises ont réussi à faire. Alors maintenant, cette marche, elle existe dans d'autres villes d'Angleterre. Elle existe aussi dans sa forme Sunwalk, donc de 2 jours. Et le marathon de New York, chaque année, moi qui ai fait le marathon de New York, j'ai vu ces femmes, je ne connaissais pas d'ailleurs à cette époque la Moonwalk, elles prennent le départ, tout en soutien-gorge, à la fin du marathon, et donc elles se font énormément applaudir parce qu'elles marchent tout au long du marathon. Alors moi, j'ai un truc à vous proposer. Je me dis que dans cette salle, on est plein d'hommes et de femmes qui aimons se lancer des défis, et les inscriptions 2018 sont ouvertes. C'est très très challengé, il faut s'inscrire dès maintenant. Donc voilà, je vous propose de monter notre équipe. Et moi, j'ai déjà l'accessoire. Et c'est le véritable Wonder Bra, parce que je ne me suis pas trompée. Alors par contre, je n'arriverai pas à le mettre, parce que j'ai tellement mis de trucs. Voilà. Mais voilà, donc suivez-moi. Et les inscriptions au 104 tout à l'heure. Emmanuel Leroy. Bravo. Bravo, bravo. Seconde speakeuse. Seconde speakeuse. Elle est là ou C'est un peu compliqué en fait. Ouais. Hein. J'ai trop compris quoi. Elle est là, elle est non, pas là. Je sais pas ce qu'elle. Elle y va pas. C'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a de l'expertise. Hein. Elle a travaillé à la chaîne de l'Espoir, à Antenne France. Elle est docteur S. Spiruline. Et il paraît que c'est une super masseuse. Mais elle présente quoi au juste parce que non, c'est encore ça, j'ai pas compris. On comprend pas. Il faut y aller, pas y aller. Je crois que le mieux c'est de l'appeler quoi. On va l'appeler. Allez. Elle est consultante, tu l'as dit, S. Spiruline. Voici Nadège Bonissé. Bonjour. Moi, cette histoire de mer et de mouette, ça m'a donné une drôle d'envie de me détendre finalement. Donc, je sais pas vous, je suis un peu fatiguée. Alors, pour se détendre, il y a plusieurs méthodes. Il y a la relaxation, il y a la méditation et en fundraising, il y a un joli dispositif qui m'a frappé au cœur. C'est le No-Go Gala. Et c'est quoi un No-Go Gala ? C'est un vrai dispositif de campagne, un vrai événement, mais qui va vous détendre et qui va détendre aussi l'association. C'est une invitation à ne pas venir à un événement. C'est super. J'ai failli ne pas venir d'ailleurs pour vous en parler. Donc c'est une invitation à ne pas dépenser une robe de gala qui va vous coûter 200-250 €. De la manucure, de la coiffure, du babysitting, du transport pour vous participants. Et en vertu de ça, c'est une invitation à me faire vos dons, puisque vous allez faire des tas d'économies. Et puis moi, l'association, c'est un vrai engagement à ne pas prendre de risques logistiques, financiers, à ce que mes ambassadeurs, mes donateurs ne soient pas là. Enfin, ça doit résonner dans vos têtes. Donc c'est un vrai engagement au no stress. Réel. Alors j'ai trouvé un joli cas très emblématique qui s'est déroulé au Canada en 2007-2008 et organisé par la Fondation contre la maladie de Crohn, Crohn's and Colitis. Et encore une fois, c'est une chouette bande de copines. Le comité est quand même très professionnel, très engagé. Chaque année jusque-là, il y avait un vrai beau gala, All Glitters Gala.
Et puis cette année-là, en 2007, ces femmes se sont trouvées un peu débordées, un peu fatiguées, un peu il y en a marre, et un peu si on innovait. Et elles se sont dit, si on lançait quelque chose de nouveau, elles se sont fait accompagner par une agence canadienne, AJC, et elles ont créé le No Go Gala. Et de quelle façon elles ont lancé ça? Elles ont lancé un vrai dispositif de collecte en ligne, avec des collectes personnelles lancées par les membres du comité, avec des objectifs individuels quand même de 5 000 à 10 000 $, sans oublier les sponsors. Pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemblait, avec quand même un visuel qui est gala. Mais une lettre très personnelle, là, je crois que c'est le top 2 fundraiser, c'est le couple qui parle de leur fille qui est atteinte de la maladie de Crohn et qui fait appel à tout son réseau pour ce no-go gala, mais qui sera quand même un vrai événement de soutien puisqu'il permettra d'agir pour la cause. En termes de résultats, et c'est impressionnant, et puis moi ça me détend encore plus, la collecte quand même moyenne par membre a été de 11 000 $, de plus de 11 000 $. Les top 3 fundraisers du comité ont collecté plus de 100 000 $. Et les sponsors ont bien suivi le mouvement. Ça, c'est intéressant, les sponsors événementiels qui vous suivent sur un no-go gala. Pour une collecte finale, c'est chouette, hein, une collecte finale de plus de 300 000 $. Ça donne envie de vraiment rester en relaxation. Facteur clé de succès, parce que tout n'est pas si magique, c'est quand même bien que ce soit axé sur une cause qui parle de la non-capacité des bénéficiaires à se déplacer. C'est quand même plus fort. Même si on peut aussi argumenter sur toutes les économies que vous ferez à ne pas venir à mon gala et qui peut déjà justifier un don plutôt élevé, hein, d'au moins 200, 300, 400 €. Une cause sur la non-mobilité, c'est quand même très fort. C'est au fond une campagne duale de fundraising online et un comité extrêmement mobilisé et influent. C'est quand même très, très armé, très, très construit, très accompagné, parce que le Zen, c'est quand même une affaire de professionnels. Là, j'ai mis le lien sur la fiche AJC de ce cabinet canadien de fundraising qui a vraiment accompagné toute cette campagne et où tout est détaillé, de quelle façon, dans le temps, de quelle façon les membres du comité ont été accompagnés pour réaliser tout ça. Une belle raison aussi du succès, c'est d'avoir un beau carton d'invitation pour ne pas venir. Un vrai beau carton d'invitation à renvoyer avec un don. On peut aussi faire un no-go event sous forme d'un petit déjeuner. Ça, c'est fait. C'est le petit diapo qui est là. Et puis, le MIFA, c'est une association qui est basée à Memphis, qui s'appelle la Metropolitan Interface Association, qui en est quand même, là c'était le carton du 29e No-Go Gala l'année dernière, en 2017, ils en sont à leur 30e No-Go Gala cette année. Donc ça marche. Donc je ne sais pas si vous êtes prêts à vous détendre, mais l'expérience vaut le coup. Nadège Bonissé. Merci Nadège, c'est sympa. Bien, prochain intervenant qui est une intervenante. Encore. Je crois. Tout Encore. à fait. Là, on va rentrer dans l'univers des geekettes, des activistes, des jeunes qui bougent et qui changent le monde, je crois, hein, c'est ça? Oui, qui s'enchaînent à des BMW pour Greenpeace ou des choses comme ça, qui sont des purs produits du fundraising français. J'ai pas réussi à l'enchaîner chez nous quand elle est passée chez nous, parce que vraiment, elle bouge, elle va partout, elle passe en agence, elle passe en asso. Elle est super méga flippée aujourd'hui, je vous préviens. Elle est même allée jusqu'à travailler pour le UNHCR, je crois. Oui, ça oui, oui. Elle va nous parler un exemple de ça, je crois. Elle va nous parler, oui, elle nous parle d'une opération évidemment digitale de l'UNHCR. Et donc, puisqu'on parle du UNHCR, un special warm welcome pour la Digital Engagement Officer Ségolène Laverne. Merci. Alors, je n'ai pas pris de menottes avec moi. Je vous promets, je ne m'attacherai pas. Je partirai tout à l'heure au bout de 7 minutes, même avant peut-être. Donc, l'idée que j'aurais aimé avoir, c'est une idée qui, je trouve, sur différents niveaux, permet de créer plusieurs synergies. Et j'aurais aimé avoir cette idée. Pourquoi ? Parce que c'est une idée qui permet au fundraising et à la communication de travailler main dans la main. Ça fait rêver, hein ?
Je vous vois là, ça vous donne envie, hein. Cette idée, j'aurais aimé la voir aussi parce que c'est une idée qui donne envie aux médias, tout simplement de prendre la place et de s'incruster. Voilà, ouais. C'est assez chouette pour ça. Vous n'avez pas besoin d'aller les contacter, c'est eux qui viennent à vous. Donc, c'est chouette. Cette idée, j'aurais aimé la voir aussi parce que elle met le bénéficiaire au centre de l'opération et surtout, elle amène tout le monde sur le terrain. Et oui, tout le monde arrive directement sur le terrain de manière instantanée. C'est live. Et enfin aussi, cette idée, j'aurais aimé la voir parce qu'elle est basée sur une vraie rencontre. Ouais, une vraie rencontre. Qui portera ses fruits dans la durée. Ouais. C'est beau. Et cette opération, c'est une opération qui a été lancée l'année dernière par la région du Moyen-Orient, du HCR Moyen-Orient, basée sur des influenceurs. L'idée était de faire rencontrer les influenceurs, de créer une rencontre entre les influenceurs et les réfugiés. L'idée a été de recruter les 14 plus grands influenceurs de la région au Moyen-Orient. Donc cette opération a permis de toucher plus de 15 millions de personnes. Donc une belle opération de médias. Elle a permis donc justement de créer cette synergie com, collecte et aussi terrain parce que durant une journée entière, il y a eu un workshop entre les influenceurs et l'ensemble des équipes pour tout simplement leur donner les basiques, savoir comment interviewer un réfugié, le bon wording, et éviter le côté visite aux eaux, parce que c'était vraiment pas ce qui était recherché, c'était créer une rencontre entre les réfugiés et les influenceurs. Et ensuite, justement, la deuxième journée était tout d'abord la visite du centre d'enregistrement, puisque l'idée était de faire vivre le parcours du réfugié, c'est-à-dire d'abord d'arriver dans le centre d'enregistrement, puis ensuite dans le centre de distribution de couverture et aussi de rencontrer ensuite les familles qui vivent en ville, puisqu'il y a des réfugiés qui vivent aussi dans des maisons en ville. Directement, ça a permis donc, aux influenceurs d'avoir des contacts directs avec les réfugiés, d'avoir des interviews en ligne avec Facebook Live notamment, et de toucher tout de suite les personnes. Et enfin, la troisième journée était la visite du camp des réfugiés de Zaatari, l'un des plus grands camps de réfugiés en Jordanie, et de faire des rencontres avec les familles, les enfants. Là, on peut voir un des influenceurs qui s'était déguisé en Superman ou en Spider-Man, je ne sais plus exactement, pour aussi créer un lien avec les enfants. Ça a permis d'avoir des milliers de likes en très peu de minutes, puisqu'évidemment, ça a touché énormément les personnes qui suivent ces influenceurs-là. Des milliers de vues aussi sur les vidéos qu'ils ont pu faire en interview et en Facebook Live. Et surtout de créer des vraies rencontres entre les influenceurs et les réfugiés. C'est une histoire de cœur aussi. Du coup, en fait, ces personnes-là continuent aujourd'hui à communiquer et à relayer les informations et les histoires de ces personnes et de ces enfants réfugiés. Et tout à l'heure, je vous disais, c'est un moyen de ramener les médias. Pourquoi ? Parce que comme cette opération a énormément fonctionné, a très bien marché, les médias ont contacté le HCR en disant « mais on ne comprend pas, on n'a pas été invité, on n'est pas allé sur le terrain. Nous aussi, on veut aller sur le terrain. » Donc par exemple, là, on peut voir que Al Jazeera a demandé, donc une semaine après, à avoir aussi cette possibilité d'aller sur le terrain, sur le camp de réfugiés de Zaatari pour interviewer et rencontrer les familles, ce qui a très bien fonctionné aussi. Enfin, à la fin de cette opération, l'idée aussi était de créer un message de collecte fort. Donc il y a eu une vidéo avec les 14 influenceurs pour porter un message et avec un appel à dons qui a très bien fonctionné aussi. Et je vous...
Bravo Ségolène. On a vu que tu étais pieds nus, Ségolène. Hein. Bon, j'ai eu peur. Hein. Mais t'as vu, il fallait faire confiance. Il faut toujours faire confiance. J'ai eu très très peur. J'ai cru qu'il n'y en avait pas. Bah, Mais là, il y en a un qui arrive. il y en a un, et pas n'importe lequel. Non, celui-là. Parce que maintenant, c'est un intervenant. Un. Et là, ça rigole plus. C'est un dur. Ah ouais, C'est un tatoué. un bagarreur. Hein. C'est un bagarreur. Faut dire que c'est un ancien banquier qui a mal tourné et est devenu fundraiser. Ouais. Et avec lui, comment dire, qui s'y frotte, s'y pique. pique. Ok, il bosse à l'épique. Vous Facile. avez compris. Et on se fait plaisir. Non, c'est Il pas la nous peine, parle de là, c'est- quoi? Il nous parle de quoi, au fait? Je sais Bah, plus. comme moi. il est dur, il nous parlait de bagarre dans un sport. Ah oui, voilà, c'est ça, en fait. Il va parler de bagarre. Faites gaffe, parce que s'il descend, il y va à la Cantona, comme ça, là. Parce qu'il paraît qu'aux États-Unis, en basket, c'est pas joli. Non. Mais ça donne des fois des belles histoires. Il À nous voir. parle de la NBA. Il est directeur de la Epic Foundation. C'est Max Tillet du Boulet. Bonjour à tous. Bon, ils ont vendu la mèche, vous avez compris. Est-ce que vous aimez le sport? Est-ce que vous aimez le basket? C'est pas grave, je vais le faire quand même. Bon, alors, tout le monde a ce cliché en tête. Le basketteur, le sportif qui grandit dans un quartier défavorisé. Eh bien, sachez que c'est largement exagéré. Dans la vie, dans la vraie vie, la plupart des basketteurs ne viennent pas de milieux défavorisés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, c'était la mode de la culture hip-hop aux États-Unis, et la NBA s'est dit « Ah, c'est bien, on va surfer là-dessus, ça va être génial. » Et donc, on va apporter une image un peu ghetto à nos joueurs, comme ça va bien plaire à notre public qui, lui, acheteur est essentiellement blanc. Donc, ils vont être contents, ils vont adhérer à ça. Et puis, ils sont allés tellement loin qu'ils ont commencé à médiatiser, surmédiatiser tous les écarts qu'il pouvait y avoir de la part de ces joueurs. Et le problème, c'est que certains d'entre eux étaient effectivement fragiles, et que pour ceux qui étaient effectivement fragiles, il y a eu des dérapages violents qui ont commencé à arriver. D'autant plus, c'est d'autant plus important, enfin ça s'est avéré d'autant plus vrai que la vie de ces joueurs bascule vraiment du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? La NBA, sachez-le, c'est le sport qui paye le mieux au monde. Voilà. Donc, par exemple, LeBron James, qui est un peu l'équivalent du Cristiano Ronaldo du basket, touche pas moins de 35 millions de dollars par an. Il y a un Français qui s'appelle Nicolas Batum. Qui connaît Nicolas Batum ici? Ok, quand même du monde. Bon. Sachez que c'est le sportif, c'est pas Zidane, hein, c'est le sportif le mieux payé du monde, le sportif français le mieux payé du monde. Il a signé un contrat de 114 millions de dollars sur 5 ans. Rien que ça. Et alors, c'est déjà énorme, mais la NBA se porte tellement bien qu'en plus, la grande majorité, l'immense majorité des contrats va plus que doubler d'ici à 2020. Voilà. Donc, ces sommes que je vous annonce vont être encore plus importantes à l'avenir. Et le problème, c'est qu'en fait, ces joueurs ne sont absolument pas, et je pense qu'on le voit très bien, préparés à ce gap financier incroyable qu'ils vont faire. Et donc, il y a des petites choses comme ça qui se passent. Le problème, c'est que vous riez, mais 5 ans après leur retraite, 60% d'entre eux sont ruinés. Voilà. Donc, ça pose vraiment problème. C'était très vrai dans les années 90, et c'est malheureusement encore vrai aujourd'hui, malgré ce que je vais vous montrer. Donc, fin des années 2000, l'image des joueurs de basket professionnels est absolument désastreuse aux États-Unis. Ils sont ghetto, etc. Ils ont fait plein d'écarts. Voilà. Et il va y avoir une espèce de point d'orgue de ça, c'est qu'en 2005, arrive une bagarre mémorable. Elle est tellement mémorable qu'elle va carrément être baptisée. Elle va avoir un nom, on va l'appeler Malice at the Palace. Et Malice at the Palace, qu'est-ce que c'est? C'est ce joueur que vous voyez là, Ron Artest, qui est en train de se chauffer un peu avec un adversaire sur le terrain, ce qui arrive assez régulièrement. Il va s'asseoir à sa chaise, et là, il y a un spectateur très très intelligent qui a l'idée de lui jeter un verre de soda au visage. Et donc, à ce moment-là, comme voilà, il est assez sensible, il va littéralement péter un câble, rentrer dans la tribune, frapper ce supporter de toutes ses forces. Puis, je ne sais pas si vous voyez la taille d'un basketteur, mais enfin, c'est quand même assez impressionnant. Et à ce moment-là, éclate une bagarre générale dans tout le stade. C'est-à-dire que tout le monde se met à se battre. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, c'est complètement édifiant. Tout le monde se bat. Donc, il va y avoir une espèce d'électrochoc à ce moment-là quand même aux États-Unis, parce que là, ça nous fait rire maintenant, mais la NBA n'a pas du tout rigolé. Et elle a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer ce qu'on appelle le NBA Cares. Le NBA Cares, c'est tout simplement, ça démarre par la création d'un département dédié à la philanthropie au sein de la NBA pour accompagner les joueurs dans l'expression de leur générosité. Ça démarre comme ça.
ils vont commencer, quand vous êtes un nouveau joueur dans la draft, on dit comme ça, voilà, vous êtes un nouveau joueur NBA, vous allez faire un séminaire de 4 jours, on va vous apprendre à réussir votre carrière. Et ben, dans ce séminaire de 4 jours, la philanthropie est devenue centrale. On vous explique que vous devenez un joueur de NBA, vous avez un rôle dans la société, et c'est extrêmement important parce que vous êtes un modèle pour tout un tas de gens et que vous avez beaucoup d'argent, que vous soyez responsable et que vous fassiez tout un tas de choses que probablement vous ne faisiez pas jusqu'ici. Très probablement. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, il y a 30 clubs en NBA, 30 clubs professionnels, les 30 ont une fondation. Et ces 30 fondations ont un objet social qui est conforme à l'objet que s'est donné le NBA Cares, c'est-à-dire l'aide aux enfants, l'aide aux femmes, enfin aux parents, de manière générale, sur tout ce qui est éducation, santé, bien-être par le sport, écologie, il y a aussi du mentoring, il y a tout un tas de choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est des actions qui sont aux États-Unis, évidemment, vous en doutez, mais qui sont aussi dans le monde, dans pas moins de 27 pays, donc c'est quand même colossal, sur 5 continents. Il y a tout un tas d'initiatives différentes, tout un tas de programmes différents. De la sensibilisation à l'écologie, il y a un programme qui prône un mode de vie sain par le sport, etc. Ça va vous aider à être mieux dans votre peau. Problématique de surpoids aux États-Unis importante, donc forcément c'est un sujet majeur. Et il y a un programme qui s'appelle Basketball Without Borders et qui en fait est l'envoi de joueurs et de coachs dans d'autres pays pour aller coacher des équipes de basket de petits-enfants qui jouent partout dans le monde parce que la NBA, c'est la ligue de basket, donc tous les enfants qui apprennent le basket sont fans des joueurs de la NBA. Donc ça apporte un peu de bonheur. Juste quelques chiffres d'impact pour que vous vous rendiez compte. Depuis que ça a été lancé, 270 millions de dollars ont été levés en 12 ans. Donc c'est des sommes colossales. 3,9 millions d'heures de bénévolat qui ont été effectuées par les joueurs, par les salariés de club, par même les supporters eux-mêmes. Quelques exemples à vous donner. Il y a un prix qui s'appelle le Community Assist Award. On a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y en a qui parlent anglais dans la salle? Assist en anglais, ça veut dire deux choses. Ça veut dire j'aide, mais ça veut aussi dire passe décisive. Ils ont réfléchi, non? Donc le Community Assist Award, c'est un prix tous les mois qui est remis aux joueurs le plus engagé, le plus généreux. Et donc ça maintient une pression sur les joueurs pour qu'ils soient tout le temps performants aussi sur le terrain de la philanthropie. Et il y a un prix annuel pour celui qui vraiment sera allé très très loin dans l'engagement. Il y a aussi pendant le match de gala annuel qu'on appelle le All-Star Game, l'équipe gagnante peut donner 350 000 $ à l'organisation de son choix, l'équipe perdante 150 000. C'est un levier de motivation qui est différent et qui apporte d'autres choses aux joueurs. Il y a beaucoup d'autres programmes, hein, on peut en citer quelques-uns. Ron Artest, ceux qui ont suivi, vous vous souvenez, Ron Artest, celui qui est très intelligent. Ron Artest, en 2016, donc l'année dernière, a décidé, il a été titré champion avec son équipe de NBA, il a décidé de vendre sa bague, parce qu'on gagne une bague, quand on gagne, ça peut paraître bizarre, c'est des joueurs, c'est des hommes, mais ils gagnent des bagues. Et donc ils ont revendu cette bague, il a revendu cette bague 650 000 $ au profit d'une association qui œuvre sur la santé mentale. Voilà. Je pense que c'était tout tracé pour lui. Et il y a d'autres choses, des petits challenges, par exemple, pendant une semaine, tous les tirs à 3 points qui vont être marqués, 3 points marqués égale 3 arbres plantés, 3 points marqués égale 3 moustiquaires achetés pour lutter contre la malaria, etc. etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ça apporte du bonheur, ce qu'ils font, ça apporte de l'argent pour tout un tas de projets. Ça apporte aussi un énorme bénéfice en termes d'image. Il a été mesuré une progression de l'image des joueurs de NBA de 107%. Donc ça a eu un impact réellement énorme au niveau des communautés, au niveau des supporters, au niveau de l'image de ces joueurs. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été menée, cette fois dans la Ligue de baseball, qui est très engagée aussi en philanthropie, et qui a réussi à démontrer une corrélation positive entre le nombre de matchs gagnés d'un côté et l'engagement philanthropique des joueurs de l'autre. Et là, ça devient très intéressant parce que les joueurs, du coup, étant engagés vis-à-vis de leur communauté, il y a un esprit d'équipe qui se développe, il y a tout ça, se mettent à jouer aussi pour cette communauté. Et ça a un impact sur leurs résultats. Voilà. Et donc je voudrais conclure en vous disant que je pense que ça pourrait donner des idées, ici aussi. Il faut juste un chiffre pour clôturer. En 2010, tout l'ensemble des clubs professionnels de sport américains avaient leur propre fondation. En 2017, en France, il y a 4 clubs de football professionnels sur les plus de 40 qui existent qui ont leur propre fondation. Donc je pense que ce serait pas mal qu'on aille voir la Ligue de football professionnel et qu'on leur dise « I wish I thought of that ». C'était notre bad guy, Max Tillet du Boulet. Max, on a été cool. Hein. On n'avait pas dit qu'on leur coupait une jambe. Il pourrait presque faire du rugby, tu vois. C'était ça. Non, pas vous. Bien. Notre prochain
intervenant, car c'est encore un intervenant, va nous replonger dans le monde des geeks, des petites jeunes qui changent le monde. Ouais. Enfin, je crois, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça, hein, puisque date anniversaire, jour de la promulgation de la loi CNIL. Il est né le jour de la promulgation de la CNIL, quand même. Ça vous marque quelque chose, quoi. Vous connaissez tous la date de la promulgation de la loi de la CNIL. Allez, qui la connaît? Je vous aide. Ça commence par 6. Oh là là, 6 janvier 1978, jour de la promulgation de la loi CNIL. Il nous parle de... Il va nous parler, je crois, d'un sujet en lien avec l'histoire. Un thème moderne avec un personnage ancien, enfin quelque chose Ouais, comme un truc ça. avec un Mais- réseau social bidule. Voilà, hein. un truc Ouais. comme ça. Moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc, donc Non, je ne c'est peux pas pas trop ce t'en que dire. En tout cas, le mieux, c'est qu'on l'appelle. Il est cofondateur de Microdon, Olivier Cueil. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je suis venu vous parler de cette idée que j'aurais rêvé d'avoir. Le mec est venu nous parler de Facebook. Mais comme vous l'avez compris, cette idée dont je vais vous parler, la pierre angulaire, c'est Facebook. Du coup, j'ai besoin de comprendre un peu mieux quel Facebookiste vous êtes. Alors, parlez-moi un peu de vous et de Facebook. Qui utilise Facebook tous les jours? Ouais, bah, évidemment. Qui fait des posts? Qui s'exprime déjà sur Facebook? Qui fait des posts voilà, réguliers? Qui fait des posts sur des pages pro, des pages machin? Ok, c'est cool. J'ai perdu la moitié de la salle. Qui fait des j'aime, je pleure, je machin, là, les trucs un peu récents? Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui font des POC sur Facebook? Ça, c'est les ringards. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui... Ah, je vous ai fait un petit cadeau. C'est la première page d'accueil de Facebook en 2004. 2004, hein, c'est pas en 1914, hein, c'est 2004. Et en fait, c'était Al Pacino en haut à gauche. Vous irez sur la page Wikipédia de Facebook, vous allez voir, c'est rigolo, l'histoire de cette première page d'accueil 2004, pour les premiers qui ont créé des comptes. 1914, pourquoi je vous ai parlé de 1914? Ah oui, parce qu'en 1914, la Première Guerre mondiale s'est déclenchée. Et il y a une histoire, hein, évidemment, qui est très lourde, qu'on connaît tous, qui est portée par le musée de la Grande Guerre de Meaux. Et le musée de la Grande Guerre de Meaux a été accompagné par DDB, une agence qui lui a fait une magnifique campagne que je voulais partager avec vous, qui met en scène Léon Vivien. Donc moi, utilisateur de Facebook, hein, c'est un peu comme ça que je suis entré en scène pour vous dire que j'étais complètement addict et utilisateur quotidien de Facebook. Un jour, je vois débarquer dans mon fil d'actualité un type qui reposte ou qui like ou qui partage un post de Léon Vivien avec une photo comme ça en sépia. Ça m'intrigue un peu, ça parle de la Grande Guerre, la Première Guerre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incroyable. Et je découvre que le musée de la Grande Guerre a mis en scène un poilu qui a son compte Facebook, qui a ses amis, qui a des gens qui like, qui réagissent, et qui surtout poste des événements datés de mai 1915. C'est extraordinaire. Donc, c'est une agence qui a utilisé Facebook et ses codes pour mettre en scène un personnage qui parle à la première personne, Léon Vivien, dont on aperçoit sur sa page de couverture la photo de sa femme, Madeleine, je crois. Et cette idée est extraordinaire. D'autant plus qu'il y a un chiffre qui, je trouve, est extraordinaire à partager. En 1914, sur la planète Terre, vivaient 2 milliards d'habitants. En 2017, sur Facebook, il y a 2 milliards d'utilisateurs. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Surtout, ce qui m'a touché dans cette aventure, dans cette campagne, comme certainement plusieurs d'entre vous dans la salle, j'ai une histoire personnelle, une histoire de famille autour de cette période, puisqu'il y a 2 générations de moi, le père de mon père, que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle Alfred Cueil, n'était pas, lui, un poilu de la Première Guerre, mais était un fils de poilu, qui est mort la première semaine de sa mobilisation sur le front. Et Alfred, son fils, est né alors qu'il n'était plus là. Mon grand-père, c'est un type vraiment modeste. Il est né d'un père corrézien paysan, qui a été mobilisé en 1915 et qui s'est fait tuer au bout d'une semaine, comme je le disais. Et donc Alfred, il est né de père connu, mais qui ne l'avait pas déclaré. Sa maman est morte quand il avait 6 ans, donc il était orphelin. C'est un type qui en a un petit peu chié dans la vie.
Il a, lui, à son tour, été mobilisé en 1939 pour rejoindre le front de la Deuxième Guerre. Et il s'est fait faire prisonnier. Donc il est resté 5 ans dans les camps de travail en Allemagne. Ça l'a évidemment marqué au fer rouge toute sa vie. Donc il a élevé ses enfants, ses 2 fils, Alain et Gérard, puis ses 4 petits-fils, dont je fais partie, en racontant ses histoires de front, ses histoires de captivité, ses histoires de prisonniers. Donc je fais le pont avec l'histoire de mon grand-père pour vous montrer à quel point cette campagne, qui a été orchestrée par DDB, elle avait du sens pour porter l'histoire, comme elle a pu toucher des gens qui, comme moi, nés le 6 janvier 1978, en même temps que la loi qui protège les données personnelles des usages numériques et informatiques qui vont inonder nos quotidiens dès 1978, mais évidemment en 2017, tout ça a encore plus de portée. Et donc moi, je suis 2 générations après, geek de la première heure. Je commençais à programmer mes premiers ordinateurs à 8 ans. J'ai baigné dans les usages numériques, je vis avec, je travaille avec. Et le fait d'avoir connecté cette sensibilité, peut-être que techniquement, on dit que les générations Y sont nées entre 80 et 90. Je suis né en 78 et qui plus est le jour de la loi informatique et liberté, peut-être que techniquement, je suis un des premiers générations Y. Et le fait d'avoir connecté cette campagne Facebook qui raconte la vie d'un poilu à celle d'une génération d'hyperconnectés et de geeks, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. On regarde un petit peu en détail de quoi il s'agissait pour ceux qui n'ont pas croisé cette campagne. Donc, elle a eu lieu pendant 3 mois, en 2013. C'est du vrai storytelling au sens propre du terme. C'est Léon Vivien qui parle à la première personne, qui a 63 000 suiveurs sur sa page après quelques semaines, qui est enseignant. Ce n'est pas tout à fait la même condition sociale que mon grand-père à l'époque, mais voilà, c'est un enseignant. Léon Vivien, il a la chance de partir au front en 14 et de revenir pour une permission où il va avoir l'occasion de reconnaître, lui, son fils. Et je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous dans la salle, mais à cette époque-là, l'idée de reconnaître son enfant, c'est quelque chose de très, très marquant et stigmatisant dans la société, dans la culture française. Donc voilà, Léon, lui, il a eu la chance de revenir reconnaître son fils. Quelques petits chiffres rigolos. Donc vous voyez la date, ça a été publié le 2 mai 1915. Il y a eu 2800 likes sur ce post, qui est un des posts, je crois que c'est le post qui a été le plus liké. Je reviens un slide en arrière pour vous montrer le dernier post de Léon Vivien, du 22 mai 1915 cette fois-ci, où là il parle de l'artillerie qui vient de se taire, et puis on comprend à la fin, car son mot est interrompu, que c'est son dernier post et qu'il ne parlera plus jamais de sa vie sur Facebook. Et puis à gauche, on aperçoit ce que j'évoquais tout à l'heure, sa famille, Madeleine qui lui répond, Eugène, son pote instituteur, qui lui répond également. C'est quand même chargé d'émotions, je trouve que c'est quand même hyper bien foutu. Et puis il y a un post qui m'avait marqué parce que je le trouve beau et il parle un peu de l'histoire de mon grand-père et de ma grand-mère, c'est l'histoire des marraines de guerre. Donc là, Léon dit que lui, il a sa femme, mais qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir une femme qui les attend en France. Et il poste un brevet de marraines de guerre. Ce sont des femmes qui, pendant que les soldats étaient au front, correspondaient avec eux, leur envoyaient des mèches de cheveux, des petits mots, des mots gentils, des mots coquins parfois. Enfin, c'est rigolo. D'ailleurs, je suis retombé sur les courriers que mes grands-parents échangeaient pendant la guerre. C'est intéressant. Et il faut savoir que ma grand-mère est la marraine de guerre de mon grand-père, qu'elle ne l'a jamais connue avant qu'il soit mobilisé et capturé. Et elle l'a rencontré sur le quai de la Gare en 1945 à la Libération. Elle l'a épousé et ils ont fondé une famille. Donc c'est une jolie histoire qui m'a évidemment beaucoup marqué et que j'ai retrouvée comme ça dans cette histoire facebookienne. Voilà, j'arrive à la fin de cette chose que je voulais partager avec vous. Comme vous le voyez, c'est un petit peu chargé d'émotions. Ça, c'est Alfred. Il nous a quittés en 2012. Il avait 95 ans. Il faut savoir que quand il est rentré des camps de captivité en 1945, chaque année qui passait, pour lui, c'était une année de plus vécue qu'il n'avait jamais envisagé de vivre. Et même si le musée de la Grande Guerre a collecté absolument 0 € grâce à cette campagne, hein, j'étais gonflé, je vous ai présenté l'idée que j'aurais aimé avoir, mais qui n'a rien collecté. J'ai échangé avec Aurélie Perretten, pour ceux qui la connaissent. Elle est arrivée juste à ce moment-là et elle disait qu'effectivement, DDB n'avait pas du tout monté cette opération comme une opération de collecte. Donc ça confirme une fois de plus qu'il faut d'abord une intention pour créer du don et de la collecte. Bref, quoi qu'il en soit, j'étais ravi de partager ça avec vous et je vous remercie beaucoup. Merci. Olivier Caille. Merci. Bravo. Ils sont un peu longs, les garçons, quand même. Hein. Certains. Ouais. C'est comme ça. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Dernière intervenante.
et pas la moindre. On a voulu ouvrir un petit peu au-delà de l'Hexagone, donc on était cherché du côté des Alpes, au-delà des Alpes. Donc elle est italienne. Non. Si. Oh. Elle amène le sourire, la chaleur, la culture. Et j'ai ouï dire, Fred, qu'il y a une histoire entre vous. Hein? Ah non, moi je parle pas italien. Ah, moi, je sais pas, non, je parle pas italien. tout. Je connais une seule sais phrase pas. en italien. C'est pas mon genre. Ah ben, a part pericoloso sporiti, j'ai attenzione prego, il treno in partenza per Bologna al binario 2. Voilà. Donc elle nous parle de quoi? Elle va nous parler de comment, en lien avec les réseaux sociaux, comment des fois ça sert plutôt son nombril que aider les gens, mais que finalement ça peut se servir à d'autres choses et on peut dépasser ça et faire des belles histoires. Bon, alors je lance la prochaine intervenante. En italien, s'il te plaît. En italien, s'il te plaît, et en m'excusant auprès d'elle d'avoir raté un rendez-vous, et c'est ça dont tu parlais. Je crois. Il s'agit de la directrice marketing et communication de Care France, la bellissima Emanuela Croce. Buonasera. C'est une session en italien qui va démarrer, comme vous l'avez bien compris. Non, c'est une blague. Je suis là pour vous inviter à sortir de votre zone de confort et à vous prendre un peu moins au sérieux. Bah oui, une italienne qui vous propose ça. Et je représente le quota de diversité de l'AFF, donc merci Ariel pour m'avoir invité ce soir. De quoi je vous parle? Bah, comment on parle à nos donateurs ou à nos potentiels donateurs? En fait, on parle énormément de nous, on est obligé tout le temps de dire à quel point on est beau, à quel point on est bon, on remplit nos messages de chiffres, on doit démontrer quelque chose, c'est comme si on devait se défendre d'une accusation cachée et devoir montrer qu'on est sérieux, on fait bien les choses. Mais comment se sentent nos donateurs et nos donatrices? Bah, peut-être pas très bien, on leur envoie beaucoup de contenu, est-ce qu'on parle avec eux, est-ce qu'on engendre ces fameuses conversations avec nos publics ou pas? Est-ce qu'on transforme nos donateurs en héros de notre collecte ou pas? Je vous présente ce soir une campagne que j'ai beaucoup aimée, une campagne italienne, ben oui. C'est la campagne de Noël de ActionAid et je trouve que c'est une campagne assez réussie parce que elle met vraiment les vrais gens, les vrais potentiels donateurs au centre. Ils osent l'humour, ils sortent de leur zone de confort et je vous laisse découvrir. C'est que du digital et le digital nous aide à sortir de nos habitudes, heureusement. Ciro, mia mamma. È un continuo, Simo, non ce la faccio più. Mi tagga in tutti i suoi status, ha fatto pure un gruppo su WhatsApp con i parenti nel quale condivide le mie foto nudo da piccolo. E non solo da piccolo. Buongiornissimo. Ma poi ti rendi conto? I selfie con le orecchie da cane! Come fa a mandare tutti questi messaggi con un dito solo? Solo un urito, così va. Uno, i conti palle se non ci riesci! Ci sta. Se solo avessi un fratello. Magari se la collerebbe un po' pure lui. Ciro? Forse un'idea. Questo è un piccolo regalo per te. Oh, grazie mamma. Ho adottato un bambino a distanza con ActionAid, un bambino carinissimo, bellissimo, uno che aspetta solo le tue attenzioni, le tue emoji, i tuoi buongiornissimo caffè, tutti quei messaggi che mandi sempre pure a me. Ah, ma ce l'ha WhatsApp? Sì. Meno male che mia madre non ha WhatsApp. Ce l'ha.
Mami, tutto bene? La signora Aprile è tanto cara, ma mi manda lettere piene di catene di Sant'Antonio, emoji meme. E che sono, mio Dio, è terribile. Se solo avessi un fratello, almeno se la collerebbe un po' lui. Ma qui ci stanno molti bambini che possono diventare i tuoi fratelli. Forse è un'idea. L'amore di una mamma è grande, ma proprio tanto grande. Condividilo con il resto del mondo. Oltre a non avere WhatsApp, questi bambini non hanno accesso a beni primari come acqua, cibo, medicinali e istruzione. ActionAid si assicura da oltre 40 anni che non restino soli. Con meno di €1 al giorno anche tu puoi fare la differenza per loro. Adotta un bambino a distanza. Cambia la sua vita e anche la tua. Simo, è il tuo. ActionAid, per chi ha tanto amore da condividere. Tipo le mamme. Ça s'est bien passé. Ça a fonctionné cette campagne. Cette campagne a cartonné. Donc, je vous ai mis quelques chiffres. Ils se sont laissés guider par ces 2 youtubeurs très connus en Italie. Donc, ils ont parlé aux gens avec leur langage. La moitié du coût d'acquisition d'un PA, c'est pas mal, n'est-ce pas, Damien? Je t'ai vu là quelque part. Et donc, ayons le courage de sortir de nos zones de confort. On parle tous les jours, on a la chance de travailler avec l'humain, mais souvent on oublie d'être humain quelque part. Donc soyons humains, soyons libres, sortons de nos zones de confort. Grazie Emanuela. Bravo. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle rattrape le temps perdu. C'est génial, c'est génial. Bravo Emanuela. Pile on time. Ça y est, on est arrivé à la fin de cette session. On espère que ça vous a plu. Ça vous a plu? Donc si ça vous a pas plu, vous pouvez sortir tout de suite. Si ça vous a plu, vous pouvez vous lever s'il vous plaît et faire une standing ovation. On va demander aux intervenants de venir sur scène. Avec donc dans l'ordre, vous avez eu Emmanuel Leroy, Nadège Bonissé, Ségolène Laverne, Max Sillet, Olivier Poulet Cueil et Emanuela Croce. Sous vos applaudissements, merci pour eux. Les décors étaient de... Merci à tous, bonne fin de séminaire et peut-être, alors- qui sait, à l'année prochaine pour le IWITOT 3.